Bonsoir tout le monde, il est 12h33, vous êtes bien dans le ZCL News, cette émission qui sera aujourd'hui diffusée sur le Facebook de Canal 10, mais aussi sur le Facebook du ZCL News, et vue un peu partout, en France et bien au-delà et d'ailleurs, et avec les invités et des chroniqueurs comme à l'accoutumée. Alors pour le premier plateau, nous allons recevoir la chronique de l'eau en toute sauce, suivi bien entendu de deuxième plateau d'Isabelle Faye, la chronique C'est Croix, cette affaire-là, et Dominique Vénéré pour la chronique Afro-Musique. Et pour finir, à 13h30, nous recevrons Iman Soudan, la chronique Danse avec Iman, avec M. Omar Baboula qui viendra nous parler d'une manifestation qui aura lieu à Pointe-à-Pitre. Et l'actualité du jour de ce vendredi 29 avril, c'est le séminaire Nutrud sur l'offre et le comportement alimentaire, un reportage de Charlie Dagonia, ainsi qu'un job dating des cadres organisé par Pôle emploi, reportage de Michel Dupape, suivi de l'exercice de sécurité à l'aéroport, une simulation du crash d'un avion. Charlie Dagonia était sur place. Et la conférence d'organisation syndicale pour le défilé du 1er mai, suivie par Michel Dupape. Et pour finir, une conférence du Tour cyclisme de la Guadeloupe, où Olivier Moradel était présent. Donc on va débuter tout de suite, on va aller dans le feu de l'action. Il y a le proverbe du jour, et ce proverbe du jour, c'est « Crayon à bondier, panier gomme ». Ce qui veut dire que tout se paye. Extrait bien sûr de l'ouvrage des 365 proverbes de Didier Manette. Retenons ce proverbe, crayon à bondier, panier gomme. Alors, nos chroniqueurs dualistes d'eau en toutes sortes sont déjà sur le plateau. On va saluer Isma Roguenem, bonjour. Bonjour tout le monde. Et avec son partenaire Jacques Davila, bonjour. Bonjour Naïla, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on sait très bien qu'une structure nouvelle, on dit nouvelle, c'est créer le SMGEAG, comme on dit, SMGEAG. Voilà. Et depuis cette création, nombreux dysfonctionnements sont à constater et nos deux dualistes qui sont ici vont vous expliquer en profondeur ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire et surtout la compréhension de ce fonctionnement de cette structure. Alors, premier but nous dit, c'est que vraiment nous un peu déçus de début, pas un peu déçus, on l'a déçu. Parce que pour Kibitin, nous quand mettons l'espoir dans ça quand même, parce que nous mettons pour tenir une structure unique et pas ni d'autres alternatives. Parce que nous connaissons une gouvernance dispersée, c'est une catastrophe. Chaque monde là qui fait ça, il veut, et c'est usagers là qui a payé. Et nous connaissons. Mais nous avons une structure unique, nous avons une belle intention qui est en place, mais nous avons les mêmes pratiques. Pas nous avons des gens qui ont dit qu'il faut constater, par exemple, des bidets nous avons constaté, mais qui grave. Par exemple, des pratiques qui étaient avant. Nous avons une facture pour payer, par exemple, au 11 avril. Mais il facturait le 13 avril. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il facturait, puis là, il n'a pas facturé, il a franchi au 13 avril. C'est que si un enveloppe là, il marque 13 avril, donc il arrive. Donc, normalement, il faut un délai. Il faut au moins 15 jours pour recevoir, pour garder, pour organiser. Mais au commande, il paye une facture au 11 avril, et à 6 enveloppe là, il tamponnait le 13 avril. Ça, c'est un budget qui est grave. Deuxième budget, ça qui pique, ça encore, ça, nous peut contester ça. Parce que nous contester au niveau, par exemple, par règlement et à service là, que nous pas nous parlons de ça tout à l'heure. Mais c'est le fait que ces factures-là qui arrivent, et puis des sommes énormes. C'est de manière pas porter ça, on te montre ça, qu'on monte tout cela kazaï. Pas ni pour raison, il faut jamais consommer. Pour le premier trimestre, nouveau syndicat là qui a fait payer, il a demandé de payer 100 mètres cubes d'eau. Oui, tout seul. Alors que 100 mètres cubes d'eau, c'est consommation en famille de 4 pour 100 mètres cubes. Mais il faut nous arrêter. Arrêter, ça qui fait que ces gens-là, pays pas confiance dans le syndicat là, ils seraient mes bêtises. Deuxième bêtise, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est l'autre fois, on nous dit, comment on peut estimer, parce que comme on ne peut pas prendre gestion à le SIAG pour tard, ou quoi venir plus un nouveau, est-ce que vous pouvez prendre une estimation à le SIAG? Non. Ou quoi partir nouveau, il faut prendre une méthode nouveau. Donc, vous te payez. Donc, on prend tout le temps. Et vous te dit ça, d'ailleurs, vous te dit ça, vous te dit que vous pouvez faire uniquement facture basée sur des relevés. En disant que c'est trop ambitieux, peut-être parce que de toute manière, la loi a autorisé à faire des factures intermédiaires. Mais là, on a débuté. Il faut relever à tout le monde. Il faut être vrai, il faut être content, ou commencer par estimer.
Ou qu'est-ce que c'est ça qui bitin? Et ou qu'est-ce que c'est ou t'estimes 1 mètre cube encore, tu comprends, 100 mètres cubes pour un monde tout seul. Parce que là, tout seul, vous pouvez dépenser plus de 10 mètres cubes dans un trimestre. Mais c'est-à-dire que j'ai évalué. Ça veut dire qu'il y a un qui prend ça, il a trouvé à les comptes à les SIAG, et un qui reporté, il n'a pas fait pont ou charge pour voir si pas tenir fuite, pas tenir. Ah bon, alors tout à l'heure, Jacques parlait de ça, mais il faut comprendre qu'il y a peu de sérieux, et c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, qui m'a payé à chaque fois ces clients-là? Et on note qu'encore, il y a signalé, c'est que SMGAG, on a changé le logement, ça triste pour eux. Il faut rectifier. Mais quoi, c'est les mêmes pratiques. On a changé le logement, on a doué cap excellence ou d'excellence. Oui. Il y a interdit, il n'y a pas qu'à avoir accès à l'eau, à un nouveau logement là, il rentre là. Tout n'est pas payé ou bien? Tout n'est pas payé l'autre là. Oh là, ça sorti, on a de quoi? Il n'y a pas qu'à douer le syndicat là. Un pas qu'à douer problème aux excellences, il faut y résoudre. C'est ça. Mais, mais comme c'est les mêmes gens qui là, il y a dit, non, tant qu'il n'a pas payé gros facture là, ça, il ne pas de l'eau. Mais l'accès à l'eau, c'est une obligation dans le cadre européen, dans le code français de l'eau France. L'accès au fond, donc, il faut payer de l'eau. Donc, il ne faut pas, ou pas dire qu'il faut y payer, il faut y payer de l'eau. Donc, c'est très très important pour nous comprendre ça, mais il faut, encore penser que j'en revois ça en commission de surveillance là, il faut nous ça il fait pour aller, parce que nous avons un problème sérieux, et ne peut pas pénaliser ou vivre, sinon, ça ne va pas servir à rien. Une question quand même qui est importante, parce que c'est vrai qu'il y a fait tout bitin là, est-ce que finalement, il y a fini par coûter ça, c'est l'association qui a dit, parce que c'était ça au moment problème, que faut que l'association a été fait partie justement à structurer ça, pour tenir une sorte de comme dit, en égalité, pour ne pas qu'il dit moun payer parce que les autres aussi les terrains, ils ont fait ça qui a passé. Ben, le SMGAG existe depuis 8 mois maintenant. 8 mois. Et il y a un déficit de communication parce que c'est une relation particulière, parce que c'est la première fois dans l'histoire de la République que nous avons une commission de surveillance. D'habitude, c'est un conseil de surveillance qui a des obligations absolument différentes. Ils ont voulu faire mieux qu'une CCSPL, Commission consultative des services publics locaux, qui a moins de pouvoir, sans donner tout à fait tous les moyens et pouvoirs d'un conseil de surveillance. Bon, c'est comme ça. Nous espérons à terme faire une modification de la loi pour arriver à un conseil de surveillance pour avoir des pouvoirs beaucoup plus étendus. Mais toujours est-il qu'il a été transféré des habitudes et des pratiques avec les mêmes agents qui ont promis de changer. Par exemple, pour ces agents, dans l'intérêt du service public, il était prévu en préfiguration, avant de monter le SMGAG, qu'il y ait des inventaires, des bilans qui soient faits pour que les gens aillent en formation, remise à nouveau, complétude. Et jusqu'à la journée d'aujourd'hui, les formations ne sont pas faites. Les gens ne sont pas remis à niveau et on se retrouve, on a le sentiment d'être dans une situation plus grave, plus mauvaise, plus détériorée. Vous avez les employés qui répondent n'importe quoi. Dernièrement, on s'est retrouvé dans du jamais vu dans l'histoire financière de la République, un service public où quelqu'un signe un agent du service pour pouvoir faire un SATD, du jamais vu, c'est-à-dire une saisie à tiers détenteur. Mais quand j'ai vu ça, je me dis, mais c'est pas possible. Et vous avez obligation d'avoir l'aval de la commission de surveillance pour faire le règlement de service. Et vous devez, pour votre première facture, avoir envoyé par tout moyen à votre convenance la poste recommandée en mail, ou remettre à l'intéressé contre décharge prouvant qu'il a reçu le document complet. Et le contrat n'est considéré comme signé s'il n'a pas signé que quand il accepte la première facture en la payant. Cela vaut validation. C'est une loi du 30 décembre 2006, article 57. Et ces gens-là ont déjà commencé à envoyer des factures. Il y a des factures qui ne sont jamais arrivées. Ils appellent les gens par téléphone ou SMS pour demander de payer. Et nos pauvres personnes âgées, nos compatriotes ou des grabataires ou des gens qui ont des aides-soignants qui ne savent pas, on fait qu'en courir ou payer. C'est-à-dire que vous avez validé quelque chose qui n'est pas conforme, qui n'est pas sincère. Et le règlement de service, nous allons le regarder la semaine prochaine parce que ce n'est que hier soir que nous l'avons reçu, dans la nuit. Conformément, bien sûr, il faut 5 jours avant. Mais enfin, allez regarder 3 fois 14 pages
bien dans le détail pour défendre, ce sera quelque chose de pas facile, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait, d'autant que les éléments qu'ils ont envoyés ne sont pas les mêmes que le premier qui n'avait pu être regardé, qui avait en date le 28 février. Ouais. On ne peut pas continuer à dysfonctionner comme ça, parce que tous, nous sommes partie prenante et prégnante de la même affaire. Le SMGAG, c'est aussi l'enfant des usagers. Les usagers de Guadeloupe ont voulu un organisme rationnel, efficace, soutenable, comme on dit en économie. Donc, on ne peut pas avoir envie de jeter l'enfant avec l'eau du bain. Oui, c'est pas possible. Mais ça ne peut pas non plus continuer comme ça, parce que tous les mois, il faut payer les salaires, et on se retrouve dans une situation d'endettement où le contribuable guadeloupéen qui paye des impôts vient de garantir un emprunt de 50 millions pour boucher les trous de déficit prévisibles. Et à notre avis, il sera supérieur à 50 millions avant le 30 octobre à peu près. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on mette tout sur la table et qu'on fasse le ménage. Alors, les personnes qui nous regardent, comme tu dis, les personnes âgées, c'est mon âge. En quelque sorte, c'est couillonné ou quoi? Parce que ça qui est, c'est qu'il faut nous mettre les mots là. Donc, nous partons sur une structure pour dire qu'habiter qu'à ranger. Donc, si nous pouvons bien comprendre, ça caille des plus mauvais en plus mauvais. C'est exactement ça. Pour moi, c'est couillonné. Pas couillonné, c'est voler. Ouais. C'est voler. Parce que là où vous facturez un monde pour un trimestre 100 mètres cubes tout seul, admettons peut-être il donne 11 ou 9 mètres cubes, ça à peu près. Mais s'ils payent, ils sont en avance de trésorerie, ils baillent l'argent alors qu'ils ne peuvent pas tenir. Et deuxièmement, et Jacques parlait de ça, règlement de service là, il y a un problème. Ou ne paye pas. Règlement de service là, c'est contrat là qui n'y entre les gens là. Vous savez, si on papier, on bitin, mais après ça, le véritable contrat de droit dans la gestion de l'eau, c'est le règlement de service qui a défini et droit et obligation à ce service-là, mais droit et obligation à usager là. Mais si vous pas ni pont droit, pas ni pont bitin, si vous pas ni ça, pas ni pont droit, vous comprenez? Nous dans le flou. Oh, vous comme de payer. Vous quoi payer quoi? C'est ça. C'est qui base. Alors, vous pouvez payer 100 mètres cubes de l'eau, alors peut-être consommer qui 9 mètres cubes, mais en trouvé qu'à la salle l'autre jour, par les autres d'ailleurs, on m'a consommé 19, ils m'ont dit payer 53. Okay. Vous voyez facture là-bas, et si compter, il peut arriver à 19. Ouais. Donc, on pas ni relever à compter. Non, il fait sans relevé estimé, c'est ça pour la. Estimation. Estimation là, oui, nous avons posé le problème estimation là, et facture là pas bon. Par exemple, pour ces factures syndicales là pas bon, parce que si estimé, par exemple, vous facturez 6 100 mètres cubes. Mais pour y bon, il faut être dit moun là, estimé, mis entre telle période, oui. et qui, mis méthode là, quand utilisé là, qui permet même des vrais 100 mètres cubes. Hein. Ouais. S'il pas écrit ça, il a au sujet, arrêté du 10 juillet 1993, clair, il a son bitin, après il a autorisé, son sorte de, aux deux feuilles comme ça. Ouais. Mais dans des conditions précises, si vous pas préciser ça, ou pas faire une facture, facture pas bon, et vous n'avez pas payé. C'est-à-dire qu'il faut dire, qui j'en fait trouver 100 mètres cubes là. Il faut expliquer, mi méthode là, ça, il peut mener à 100 mètres cubes. Puisque la gestion de l'eau, c'est la transparence. C'est ça. Les législateurs là, regardez bien, c'est qu'on a tellement volé mon de l'eau. Après, on voit tout ça en France, c'est là les plus grands volets. Il faut penser ici, nous apprenons. Il y a volé ici. Oui, mais j'ai déjà apprenti. Oui, apprenti, mais comme il faut voler bien quand même. Ils sont 68 millions, nous sommes 375. Mais c'est notre niveau de vol. C'est notre niveau. Le niveau, c'est des gens qui ont réussi à dans une entreprise reclassée des unités ministres. C'est une météo là pour gagner l'argent sans faire rien. Oui. Donc pouvoir yoni. Mais on l'a pas c'est les usagers. Mais ça veut dire que nous avons un système qui est excessivement pas bon. Mais il faut un syndicat la ressaisir. Il faut y ressaisir. Parce que là, le KPT fait un mouvement en 2009, là, il y a des débat de l'autre et dans les décisions qui étaient actées dans les accords du 4 mars 2009, eh bien, il était précisé que nous voulons un bulletin unique. Mais, à part qu'on a fonctionné là, nous voulons une structure unique pour gérer tout de la Guadeloupe, mais il faut prendre des conditions, des dispositions pour rendre les usagers là en service. Donc, à un service. Et Jacques te dit un bulletin. Mais c'est un employé là, nous pas ni rien contre les employés, même si ils sont l'argent. C'est là. Bon, le problème là, c'est j'ai eu qu'à comporter ces gens là.
des comportements Arrogant, désinvoltes, méprisants, irresponsables. C'est grave. Il faut oublier que c'est ce monde-là qui a payé là, il a fait tout mettre la vivre. De l'eau là, c'est de l'eau payée l'eau aussi de base. La laisse qui vient en forme, c'est toujours mon usager là, que son service public. Et comprenons. Donc, faut nous travailler de formation à personnel là quand même, pour nous, ils vont ont des relations et usagers et machin service à dans qui correct, qui est respectable. Parce que mon n'a pas si son moun vient gérer encore d'accord, mais mon n'a pas bien, comme maltraiter yo, comme tant qu'à mal recevoir yo, ça pas bon. C'est désagréable, c'est malsain. Hier, j'ai reçu d'un directeur de l'ARS une réponse à une question posée sur le programme Aubépine dans l'eau, par exemple. Beaucoup de compatriotes ne savent pas ce que c'est. Non. C'est tout simplement l'eau de rejet des stations d'épuration après traitement devait faire l'objet d'analyse. Le programme national s'appelle Aubépine pour voir s'il n'y avait pas du Covid-19 qui était rejeté. Parce que le petit virus, il vit partout. Alors, on n'a pas pu mettre en service le programme en première phase d'Aubépine jusqu'à ce jour parce que 73% des stations d'épuration de la Guadeloupe dysfonctionnent, ne sont pas en conformité. Donc, ça veut dire qu'il est fort possible que tout ce qui est déjà rejeté dans notre environnement, en mer ou à terre, ça veut dire qu'il y a autre chose qui a été rejeté. Et on est triste qu'on voit ça. Quand on découvre que des agents en fonction vous écrivent le contraire de ce qu'il y a dans le règlement de service. Quand on facture à des gens des prestations telles que l'assainissement, sous prétexte qu'ils ont un réseau d'assainissement dans leur quartier, alors les gens ont une fosse septique et il n'y a pas de réseau. La loi interdit formellement ces facturations-là, ces insincérités. Et ce sont toutes ces irrégularités, ces manquements qui conduisent à cette espèce de rejet, de dichotomie de comportement, de confrontation sur le ressenti des usagers qui ne demandaient qu'à faire confiance, parce que tous les usagers, quel que soit le bord d'un mouvement citoyen, d'un groupement citoyen ou d'une association, quelles que soient les associations, tout le monde était à l'unanimité d'accord pour créer une structure unique pour qu'ensemble, nous faisons. Aujourd'hui, il s'avère impossible parce qu'on a repris les mêmes pour partie, mais certains ont gardé de mauvaises habitudes et de mauvaises pratiques. Et ce sont ces habitudes et ces pratiques que nous dénonçons parce que le système dysfonctionne et que cela plaise ou pas à ces gens-là. Nous aurons, c'est pour ça que nous demandons, nous vous demandons de venir nous rejoindre pour que nous fassions des actions de groupe au civil et au pénal. La démonstration a été faite l'autre jour dans l'affaire de la CHGSC, CXBST. Même les morts ont été poursuivis. Et il y a eu des sanctions plus sévères que ce qu'a demandé le parquet en réquisitoire. Donc ça veut dire que nul n'est au-dessus du droit commun quand il y a du courage et de la détermination. Il faut que vous soyez avec nous, à nos côtés, pour que nous puissions y aller. Nous n'allons pas aller en sautant, nous ne sommes pas volants, on se vaut. C'est pas possible. Et ce n'est qu'ensemble que nous allons y arriver. Effectivement, le téléphone a sonné, non, le monde qui a crié ça, le monde qui a crié ça, parce qu'il y a des problèmes. Des gens qui ont crié des fois, si 3h du matin pour moi, à dit Bogamon là, qui a dit moi à Paris, maman sorti crier moi, à dit mais Bogamon 3h du matin pour moi. Mais moi même pour le petit bon Guadeloupe qui à Bordeaux hein. Ben oui. Pour même à l'Ocayoni aussi, famille vous venir ici, nous traiter ça. M'a veut dire en permanence. Mais et puis ça fait Covid là, nous pas péter une permanence en nous c'est en médiathèque là, quand recommencer à de mercredi prochain. Mais parce que par contre ça Jacques, nous pourrons abonder sur ça Jacques dit Zoni un document que aussi vrai que ça travaille. Oui. Trois documents. Parce que l'eau, l'assainissement et les fosses septiques, c'est trois bien différents. Parce que demandez, Ismaël confirme, l'assainissement et les fosses septiques, c'est un champ de mine, plus des bombes, son match Ukraine-Russie. Vous comprenez? C'est plus mauvais que l'eau. Ah oui, longtemps. Longtemps plus mauvais. Oui, alors tu as dit, oui, par exemple, règlement de service. Ça, le contrat, le fameux contrat. C'est ça le contrat. Nous avons étudié. C'est-à-dire que nous pouvons faire des amendements, faire des observations, nous ne pouvons pas prendre. Mais
Mais si nous pouvons attaquer aussi au tribunal administratif. Parce que ici, il n'est pas bon. Hein, parce que un député, il faut y aller dedans. Et il ne peut pas faire n'importe qui bitin. Son bitin, quand on sur le coup de la loi, en vrai. Donc, ça veut dire que oui, si vous voulez, nous, quand on fait des propositions, des avis, nous avons des avis, et on peut adopter. Vous pouvez aller contre l'avis, non. Mais nous payons, d'abord, quand nous faisons des avis inutiles, il faut nous étudier de près. Les règlements de service sont bien encadrés. Sinon, on peut faire n'importe qui, on peut mettre un tête. On peut dire, par exemple, on peut couper de loi, c'est interdit. Mais en loi, on ne peut pas aller contre la loi qui est en vigueur. La législation en vigueur, il faut qu'elle tienne compte de ce règlement-là. Donc, toute une série d'habitants qu'on met là-dedans, il faut qu'elle tienne compte de ça qui est en place. Donc, quand c'est important, mais premier habitant, il faut mettre là-dedans le règlement-là, que le règlement-là, il est remis à l'usager. Il faut, dans le règlement-là, il faut y mettre qu'il remis, parce qu'il faut y bailler. Il faut tout usager, lire son nouveau règlement, il a ça. Parce que c'est si basé ça, il y l'habité qui a dans le règlement qui est opposable. Si pas, à l'un et à l'autre. À l'un et à l'autre. Et bon, non. Si par exemple, en pas de règlement là, ou quoi veut en pas payer, on va payer 12 euros, de quoi? Parce qu'en pas de règlement là, bon non, c'est ça il y a dans le règlement là, il a conditionné, mis comme ça, nous avons fait les bitins. Oui, mais si on n'a pas de connaissance à y, et si on pas fait moins trapper, et le texte c'est une recommandation à la commission de clauses abusives, il a bail des directives, il a dit mais c'est un problème. Il faut remettre document là ça, quelle que soit forme là à l'usager. Et sans qu'il s'il panique, il panique pas obligation vis-à-vis d'eux. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça qui est important. Très clair. Ah oui, c'est clair, c'est spécifié. C'est le contrat de mariage dans un couple. Il y a des couples qui ont un contrat de mariage. Ça quitte ou ça quitte moins. C'est clair. Donc on ne peut pas déroger, mais ces gens-là, ayant pris l'habitude, ne veulent pas changer leur habitude. Mais ça que nous croyons bien comprendre. Alors là, nous parlons aujourd'hui, nous prenons un bon moment, nous croyons dit, après 8 mois, nous avons constaté que rien pas rien. Ça a il n'y a même pas de directeur général. C'est peut-être le 15 qu'on aura un directeur général. Il faut un directeur général adjoint, il faut un directeur général technique. Hein? C'est l'État qui est obligé de mettre à disposition du personnel ultra compétent pour pouvoir faire du travail qui n'est pas la mission de l'État, parce que ça relève des collectivités, mais ce n'est pas normal. Et ce personnel-là, comme c'est des gens qui ont ce qu'on appelle une lettre de mission, qui sont détachés de la préfecture pour aller là, ils vont rejoindre leur administration d'origine. On a même dû en faire venir de France, on a même dû rajouter un en plus. Et jusqu'à ce jour, on est dans le moun, dans le ibon ronsa. Ça ne peut pas continuer. Nous avons fait du neuf, on ne va pas refaire du neuf avec du vieux si on ne se met pas au carré. Il faut que les choses soient claires, il faut de la compétence effective dans une équipe et de la cohésion. On n'est pas contre, les usagers ne sont pas contre X, Y ou Z. Ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est d'avoir une équipe opérationnelle qui donne des résultats. Il nous faut de l'eau en qualité et en quantité à un coût raisonnable. C'est ce que nous, usagers, demandons, pas plus. On n'est pas là pour faire la chasse aux sorcières. Ce n'est pas notre travail, ça. Notre travail, c'est de défendre les intérêts des usagers, quels qu'ils soient. Tout à fait. C'est exactement la conclusion. C'est que nous, là, pour faire en sorte que l'usager là ni de l'eau, premier bitin, parce qu'en Guadeloupe, on ne peut pas être normal, il faut ni de l'eau, mais on de l'eau de qualité et de l'eau en quantité. Et à un prix qui est abordable, et que ces gens-là respectent les législations là. Ils n'ont pas qu'à respecter, c'est ça qui est grave problème là. Il suffit que ces services-là respectent, les bidets gagnent beaucoup mieux. Mais ils ont qu'à faire tête à eux. Alors c'est le mot de la fin, donc si nous bien comprendre, on pourra vous joindre pour pouvoir, comme d'habitude, pour régler les problèmes de facturation. Et surtout le plus important qui est à retenir, si on comprend qu'il y a malversation ou qu'il y a une incompréhension sur sa facture, pas courir à y payer, renseignez les autres avant, parce qu'en payant, vous signez un contrat. Donc vous validez un contrat. Quelque chose d'irrégulier. C'est ça. Comment pouvez-vous valider et venir réclamer après décemment? Ce n'est pas chronologique, ce n'est pas cohérent. Mais pour le moment, on ne peut pas valider un budget qui n'a pas existé. C'est ça. Le règlement là, il peut pas exister. Vous pouvez payer, ça veut dire que vous validez, il y a 20 sinon problème de droit. Ben, merci, messieurs. Merci de toutes choses qu'on retrouve tous les vendredis pour justement des 4 mois, c'est capable à l'entourage de l'eau. Nous avons un problème là pour qu'on peut résoudre et
nous expliquons jouer qui résoudre. Il là vraiment mêlé. Donc, on va retourner à l'actualité. L'actualité, c'est ce séminaire sur l'offre et le comportement alimentaire. Connaissons que très bien que depuis quelque temps en Guadeloupe, le problème d'obésité, mais surtout le problème de sucre dans nos aliments pose problème. Ça a été déjà relaté même au niveau des élus. L'INRA a fait justement des études et aujourd'hui nous avons Caroline Méjean qui est la directrice de recherche de l'INRA qui nous en dit un petit peu plus devant la caméra de Charlie Dagonia. La transition nutritionnelle se définit comme un passage d'une alimentation, on va dire, traditionnelle, riche en glucides complexes, en fibres, à une alimentation plus diversifiée, mais aussi plus riche en sucre, en lipides et en acides gras saturés, et donc qui impacte l'état de santé, l'état nutritionnel, on observe une augmentation des prévalences d'obésité, de diabète de type 2 et d'hypertension dans les territoires qui subissent des transitions nutritionnelles. Le sucre est vraiment une problématique qu'on a traitée dans le projet et on a montré qu'en effet, pour certaines familles de produits, notamment des limonades, des boissons aux fruits, etc., on avait des teneurs en sucre plus élevées que dans l'Hexagone. Mais c'est pas qu'une question de teneur en sucre, mais aussi de niveau de consommation ici en Guadeloupe qui est très élevé et qui explique des apports en sucre délétères. Et je voudrais rajouter que ce n'est pas qu'une question de sucre, mais aussi de très faible consommation de fruits et légumes et de tubercules, de légumes secs également, et aussi de produits laitiers. Bref, des aliments qui sont favorables à la santé sont très peu consommés aussi par les Guadeloupéens. Alors il y a plusieurs pistes. Le projet met en lumière la nécessité d'avoir une combinaison d'actions, à la fois sur l'environnement alimentaire et à la fois sur des populations peut-être plus vulnérables, plus à risque nutritionnel, que sont les jeunes et les femmes appartenant aux catégories socio-économiques les plus défavorisées. Alors sur l'environnement alimentaire, il s'agit d'améliorer la qualité nutritionnelle de l'offre, mais aussi il y a des actions à faire, notamment sur l'accès économique à une alimentation favorable à la santé, et puis sur les actions pour les populations plus cibles. Par exemple, chez les jeunes, c'est de faire davantage une promotion de l'alimentation saine, de faire connaître les repères de consommation, par exemple sur les boissons sucrées, et chez les populations défavorisées, d'avoir des actions ciblées qui mêlent à la fois des actions d'éducation, mais aussi des actions de soutien monétaire, de transfert monétaire dans ces populations, sous la forme par exemple de bons d'achat échangeables ou de chèques alimentaires. Voilà. Effectivement, on parle souvent d'autonomie alimentaire et l'éducation en est pour beaucoup. Il faut absolument faire attention. Ça passe depuis le tout jeune âge dans nos assiettes. Affaire à suivre. Il est 13h01. Nous allons prendre une première pause publicitaire et on se retrouve avec la suite de nos chroniqueurs et surtout l'info avec Vanessa qui vient de nous rejoindre. 13h04, de retour sur le plateau du ZCL News. Comme je vous l'avais dit, on est avec des chroniqueurs et notamment un invité. Monsieur Zou est avec nous. Monsieur Zou qui est sapeur-pompier et qui est venu nous parler justement d'une problématique qui se pose sur le nord Basse-Terre, où savoir que vous êtes souvent vandalisé. Et hier soir, après un retour d'intervention, vous avez fait le constat malheureux de vandalisme au niveau de votre caserne. Oui, alors oui, c'est effectivement cela, mais pas que ça. Ah, il y a autre problème aussi. Oui, c'est-à-dire c'était pas que hier soir. Ah, c'est pas que hier soir. Alors, je dis déjà bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Canal 10. Et merci de nous recevoir aussi promptement. Faut dire non, il n'y a pas de souci. Alors, depuis, comme ça fait 4 jours, aujourd'hui c'est 4 jours, nous avons fait l'objet d'un siphonnage des engins de secours. Si bien en se rendant sur une intervention de feu de maison à Sainte-Rose, le camion s'est arrêté, l'engin s'est arrêté sur la chaussée, et c'est bien sécurité. On n'était pas bien loin, donc on a fait diligence pour récupérer un autre camion, même chose, d'accord, en panne. Donc, fort heureusement pour nous, il n'y avait pas de danger immédiat, donc il n'y a pas de sauvetage à faire. Donc, effectivement, c'était pas, on va dire entre guillemets, c'est pas grand-chose. Dire que c'est pas grand-chose, c'est vite dit, parce que lorsqu'on perd un bien, c'est toujours un bien qu'on a perdu. Et c'est toujours compliqué peut-être de faire un rachat et de se mettre en ordre de marche. Alors, encore hier soir, et là c'est le 10e épisode, il y a encore des personnes qui sont entrées
dans l'enceinte de l'établissement du SDIS à Sainte-Rose. Comme c'est un terrain communal, ils ont fracturé la barrière, ils ont coupé la chaîne. Et ils ont détroussé le véhicule des agents présents à la gare. Et puis, ils ont encore siphonné notre engin de secours routier cette fois-ci. Et ils sont partis avec du matériel qui sont disponibles, qui sont normalement nécessaires plutôt à la bonne réussite de nos interventions. Donc, partant de cet état de fait, les agents de Sainte-Rose, mes collègues, mes camarades ont décidé de faire un droit de retrait à partir de 18h. Et ils se sont dit, bon, s'il n'y a pas de sécurité pour assurer le site, ils ne vont pas pouvoir être à la gare. Donc le nord de Basse-Terre était jusqu'à 11h, on va dire ça comme ça, était complètement en difficulté. Mais heureusement, en mettant en jeu les relations, le SDIS, la direction du SDIS, a pu trouver une société de gardiennage pour ce week-end. Et voir comment assurer après par la suite. Mais ce soir, il y aura effectivement une sécurité pour assurer la bonne continuité opérationnelle de nos camarades, collègues pour le Nord Basse-Terre. Pour autant, je dois rappeler comme à la population que ça fait quand même quelques années, depuis 1977, la caserne de Sainte-Rose-et-Vétuste, il y a plusieurs plans qui sont en cours. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été réglé. Des plans de construction, les collègues et camarades sont dans une situation d'insalubrité et d'insécurité en permanence avec le voisinage. D'autant plus on a été déjà menacé à plusieurs reprises par une personne qui habite tout près, qui est protégée, parce qu'il y a visiblement qui est malade. Et ça fait des années que ça dure. Et la caserne est vraiment insalubre. Depuis 1977, elle est construite. Et les agents mangent avec les engins, avec des fumées, du CO2, tout ça. Donc forcément, c'est compliqué pour nous. Et malgré la bonne volonté du président du conseil départemental, M. Losbach, qui a pris attache avec nos soins parce qu'on avait bloqué le pont de la Boucan. Et ça devait normalement avoir une issue favorable. Mais jusqu'à présent, les choses sont tellement lentes et rien n'a changé. Et là, aujourd'hui, les collègues et camarades sont dans l'exaspération, ils sont débordés, ils vont excédés de cet état de fait. Donc, à tout moment, ça peut déborder et déraper sur quelque chose qu'on ne pourra pas maîtriser certainement. Voilà. Donc, si on comprend bien, aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y aura, bien entendu, pour ce qu'on peut bien comprendre, un gardiennage, mais ce n'est pas suffisant. En dehors du gardiennage, vous parlez de problématiques d'engins pas conformes. Non, ce n'est pas des engins pas conformes. Non, les engins, il y a un bien problème d'engins sous le département, mais ça c'est autre chose, pour le parc de manière générale. Mais là, ce n'est pas des engins, c'est-à-dire c'est la sécurité des agents et le problème d'insalubrité. Depuis tantôt qui a été soulevé par nous autres, et malheureusement qui n'a jamais été résolu. Bon, il y a des plans pour la construction de casernes, tantôt c'est de la réfection, tantôt c'est des plans barniers, tout ça ensemble, mais finalement, ça prend du temps. En attendant, c'est vraiment une situation de frustration et de colère qui accourt sous Sainte-Rose. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à la population? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que le respect de la stature d'un pompier commence à diminuer. On ne va pas essayer de débattre pour savoir pourquoi on est arrivé à cet état de fait. Mais qu'est-ce que vous dites à la population du Nord Basse-Terre qui vous écoute aujourd'hui pour un peu les rassurer? Parce que c'est vrai qu'on parle de débrayage, on parle effectivement que si ça se reproduit, vos agents risquent effectivement pour leur sécurité, c'est quand même des hommes avant tout, de pouvoir être en sécurité et ne pas pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que la population de Nord-Basse-Terre peut prétendre aujourd'hui de votre part? Alors, soyons quand même clairs, il n'est pas question pour nous de laisser carrément la population sans sécurité. Donc, ce n'est pas pour nous dans des démarches, ce n'est pas notre philosophie. Mais pour autant, on souhaiterait quand même que la population nous aide à régler cette situation, parce que quand même, c'est pas normal qu'un agent puisse tomber en rade, en panne sèche, parce qu'on a siphonné. C'est tout compliqué. Alors cette fois-ci, on a de la chance parce que ça s'est bien terminé, c'était pas bien grave, entre guillemets, d'accord, mais on imagine qu'il y a un sauvetage à faire, une maison, un enfant qui doit être extirpé d'une maison et qu'on n'est pas là, ça serait compliqué. Alors, ça nous interroge à plusieurs titres, parce que aujourd'hui aussi, le carburant coûte cher. Et on craint aussi qu'on ne soit amené à vivre encore cette situation parce que aujourd'hui c'est à Sainte-Rose, mais on fera peut-être l'objet de siphonnage ou d'actes de vandalisme dans bien d'autres centres. Alors c'est pourquoi on demande à la population de nous aider aussi, qu'on respecte notre matériel de travail, parce que c'est pour la population, c'est pas pour nous en fait.
Donc, il n'est pas concevable pour nous autres de laisser prospérer qu'on peut, sans crainte, siphonner un véhicule de secours, et ça peut être nos parents, ça peut être notre mère, ça peut être une famille qui est en difficulté, qui a besoin de nous. Donc, je fais appel solennellement à la population afin qu'on se conscientise un petit peu, okay, et qu'on laisse pas ça prospérer sur le territoire. Ça veut vous dire que nous sommes en insécurité partout, d'autant plus que je rappelle aussi, à juste titre, que nos collègues aussi ont été menacés à Sainte-Rose. Donc, ce qui est plus agréable, c'est se réveiller à 1h du matin ou 1h tard de la nuit et faire nez à nez avec un voleur et peut-être ne pas savoir quelle issue que ça prendra. D'accord. Mais Monsieur Zou, on a compris, on vous remercie de cette intervention. Donc, on le rappelle, votre caserne a été victime de vandalisme et ce n'est pas une première fois. Donc, l'appel à la population, en ayant un acte citoyen, faisons attention à ce qu'on nous fait parce que, en gros, les pompiers, vous faites un travail formidable, il faut le dire, et vous êtes là pour la santé. Et on suit au coude à coude le combat que vous menez au quotidien. Tout à fait. Là, c'est pas fini. Là, c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Bon, il faut qu'on se serre les coudes et puis qu'on aille jusqu'au bout. Donc, c'est le combat. Bon, on vous remercie. On aura l'occasion de vous réécouter ou de vous recevoir à nouveau sur le plateau pour la finalité de votre combat. Donc, il est 13h15 et on va saluer Dominique Vénéré qui est venu pour sa chronique Afro-Musique. Bonjour, Dominique. Ça va, mon Dieu. Dominique. Oh, non, pas de souci. Oui, alors, générique. Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Afro-Musique. Aujourd'hui, nous allons vous parler du Big in Jazz Collective. En 2020, avec l'arrivée de la pandémie, le Big in Jazz Festival, cet événement qui a lieu chaque année en Martinique et qui réunit pendant 5 jours de nombreux artistes venus d'un petit peu partout dans le monde, n'aura pas lieu. Pour autant, Thomas et Emmanuel Boutan, les co-organisateurs de ce festival, ne baissent pas les bras. Ils décident de créer le Big in Jazz Collective à l'issue d'une résidence réunissant de jeunes et talentueux artistes, musiciens professionnels qui ont déjà un beau palmarès à l'international. En quoi consiste ce projet ? La team sélectionnée aura la charge de choisir 7 titres bien connus de la Big In parmi une 50aine de morceaux et de les remettre au goût du jour. Ils devront également choisir un morceau internationalement connu d'un genre totalement différent et de le revisiter à leur sauce. Enfin, parce qu'ils sont talentueux et professionnels, ils devront tous ensemble composer un titre inédit. Mais qui sont ces artistes qui composent ce Big in Jazz Collective ? Parmi eux, on retrouve Ralph Lavital, talentueux guitariste qui s'inscrit dans la lignée d'un Brad Mehldau ou d'un Pat Metheny. Il joue aux côtés des plus grands de la scène afro-caribéenne et sait aussi se faire accepter comme compositeur sur la scène du jazz français. Il y a également Yann Negrit, grand guitariste spécialisé dans le jazz fusion. Il joue avec de nombreux artistes dont Zap Mama, Volte-Face, Alpha Blondy, Raoul Paz, Arthur H, pour ne citer bien entendu que ceux-là. Dans ce groupe, on retrouve au clavier Maher Borois, exceptionnel pianiste qui s'octroie une grande liberté d'expression dans sa façon de penser la musique. Lui et celle-ci aujourd'hui sillonnent le monde entier. Parmi eux également, notre international Sonny Troupé, qui est sans doute celui pour qui le cas et la batterie n'ont plus beaucoup de secrets. C'est un artiste qu'on retrouve très souvent aux côtés des plus grands tels que Lisa Simone, Kenny Garrett, Reggie Washington, David Murray, Mario Canonge, pour ne citer que quelques-uns. Le Benjamin du groupe et enfant prodige, c'est Thilo Bertolo, puisque c'est à 3 ans et demi qu'il commence la batterie sous la direction de Romain Palude du groupe Malavoie et Perfecta. C'est au contact d'artistes comme Mario Canonge, Michel Alibaud, Franck Nicolas ou encore Grégory Privat que sa carrière prend un virage à 180 degrés. Il devient très rapidement un sideman incontournable dans le monde du jazz. On
compte également parmi eux Stéphane Castries, excellent bassiste dont la musique n'a pas de limite de style et dont le groupe fait la particularité de son toucher de basse. Auteur-compositeur, c'est aussi un grand sideman de la scène internationale qui a accompagné par le passé Kassav, Angélique Kidjo, Kezia Jones, les Nubians, Ayo, Faudel, Cunny Williams, Sinclair et bien d'autres encore. Le 7e de la bande, c'est Ludovic Louis, excellent trompettiste issu du Conservatoire du Havre. Quand il rejoint la capitale, il joue aux côtés de Jimmy Cliff, Florent Pagny, Christophe Mahé, entre autres. Il commence sa carrière internationale aux côtés de Lenny Kravitz, dont il partagera la scène pendant près d'une dizaine d'années. Et enfin, le dernier de cette grande équipe, Joey Homicile, incroyable polyinstrumentiste, saxophoniste, clarinettiste, harmoniciste, né au Canada, originaire d'Haïti. Ce surdoué débute sa carrière à New York en accompagnant le trompettiste Roy Hargrove. Son jeu et son mouvement sur scène sont sans limite. Il est capable de mêler tous les genres et tous les styles avec une grande simplicité. Vous l'aurez compris, ils n'ont pas été choisis par hasard. Alors, à l'issue de cette résidence, il y a ce qu'on appelle la restitution, donc qui va se passer, bien entendu, en Martinique. Nous sommes toujours en 2020, hein, et bien entendu, dans des conditions pratiquement de huis clos, puisque la pandémie sévit et que les gestes barrières, bien entendu, sont de rigueur. Quoi qu'il en soit, ce noyau de personnes réunies pour pouvoir assister à cette restitution apprécie vraiment ce moment. Le pari est gagné. Mais la crise sanitaire qui a déjoué les plans des uns et des autres ne permet pas de programmer une série de concerts qui auraient dû normalement avoir lieu après un événement comme celui-ci. Qu'à cela ne tienne. Ils sortiront en avril 2021 le documentaire de la résidence et l'album global issu de cette même résidence. Puis peu à peu, la vie reprend ses droits dans la capitale parisienne. Les réseaux sociaux, en décembre 2021, commencent à annoncer que le Big in Jazz va enfin faire son premier concert dans la salle meeting du New Morning le 3 février 2022. Comprenez bien que c'est ce moment que j'ai envie de vous faire revivre. Le jour J arrive, le public est prêt, il attend ce moment-là avec impatience. Les artistes entrent en scène sous les applaudissements. Le concert démarre avec Mi Belle Journée d'Al Nirva, marqué par les drums de Sonny Troupé et de Tilo Bertolo, rejoint par les cuivres de Ludovic Louis et de Joey Homicile. Le ton est donné. Je vous laisse écouter. Tomaline de Marie-Josée Ali et du groupe Malavoie, dans une version un peu rock, dans laquelle s'inscrit également un très beau solo du bassiste.
bassin n'était pas suffisamment enflammé, ces messieurs enchaînent avec Come Together des Beatles. Une version où rock et influence caribéenne font bon ménage et à laquelle, sans aucun doute, Paul McCartney ne saurait résister. Savent d'où viennent pour la plupart les inspirations qui les ont bercés, quels que soient les milieux dans lesquels ils ont pu évoluer. Et donc c'est avec une grande émotion qu'ils rendront hommage au grand Jacob récemment disparu. Jacob est merveilleux. Eh ouais, le patron. Faites du bruit pour Jacob de Mario, s'il vous plaît. Raconte tout le concert. Vraiment, c'est un moment qu'il faut vivre. Il n'empêche que depuis, notre team fait la une de couverture de la presse spécialisée en jazz. Ils seront le 17 mai prochain sur la scène de l'Alhambra dans le cadre de la Nuit Caraïbe. Le 2 juillet, ils seront au TSF Jazz Festival au château de Chantilly dans l'Oise. Et le 4 juillet, ils honoreront la première partie du concert du grand Grégory Porter au festival Jazz à Vienne. Voilà, c'est sans aucun doute le début d'une très belle aventure qui s'annonce. Il est prévu qu'il se produise aux Antilles avant la fin de l'année. En attendant ce jour, et si vous vous rendez à proximité des lieux que je vous ai cités tout à l'heure, surtout n'hésitez pas à faire le détour, ça vaut vraiment le coup. Pour l'heure, vous avez aussi la possibilité de découvrir l'album global que vous trouverez sans aucun souci chez votre disquaire ou encore sur les plateformes. Je vous souhaite une belle écoute et vous dis à très bientôt. Super moment avec, comme tu disais, ces 8 têtes d'affiche, sincèrement. Et je crois que tu me disais qu'il y a une dernière date qui est tombée. Absolument, il y a une date qui est tombée hier. Donc, ils joueront à Surgères le 21 juillet. Mais bon, c'est comme je dis, c'est le début d'une très belle aventure. Et vraiment, j'espère qu'on les retrouvera également sur les scènes internationales, que ce soit à Rotterdam, que ce soit à Haïti ou ailleurs. Voilà, parce qu'ils le méritent. Et en plus, ce sont 8 garçons très humbles. Voilà. Ils sont partis pour, je pense. Je pense aussi. Ouais. Donc, il est 13h25, c'est l'heure de la deuxième pause publicitaire et on continue notre tournée avec invités et chroniqueurs. À tout à l'heure.
13h32, retour sur le plateau du ZCL News. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes en dernier plateau de cette émission et nous allons recevoir comme invité M. Omer Baboulal. Bonjour d'être venu, merci. Bonjour. Alors avec vous, on va parler festival de musique. La ville de Pointe-à-Pitre bouge et depuis hier soir, on peut entendre effectivement des sonorités. Tout à fait. Donc, nous sommes sur un festival de musique organisé donc, par la ville de Pointe-à-Pitre. Et moi, je m'inscris donc dans ce festival en qualité de président de l'ACEP. L'ACEP, c'est l'association de sauvegarde donc, de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est une association qui a été créée en 1977, à l'époque, à l'initiative donc, de Père Gillot. Et aujourd'hui, cette cathédrale a besoin d'être restaurée. Et l'ACEP donc, porte ce projet de restauration donc, de cette cathédrale, qui est un patrimoine guadeloupéen. Et nous nous inscrivons donc, dans le cadre de ces festivals de musique avec le concours donc, du Rotary Club et de la Fondation du patrimoine, de façon donc, à réaliser donc, un concert caritatif ce soir à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, et au cours de laquelle l'ensemble des fonds recueillis au cours de la quête sera exclusivement réservé donc, à la rénovation de cette cathédrale. Alors, lors de ce concert, il y aura du beau monde. Et quelles sont les personnes qu'on aura le plaisir d'écouter? Alors, nous aurons d'abord, dans un premier temps, donc, d'écouter l'ensemble vocal d'Akantare, qui a l'habitude donc, d'animer, de se présenter donc, à notre église. Nous aurons également donc, 2 talentueuses sopranos, très connues en Guadeloupe, Carole Venutolo-Legris et Marie Marsol. Et nous aurons également donc, un jeune pianiste, Mathis Veski, qui viendra donc nous faire découvrir ses talents et qui est très prometteur. En seconde partie, nous aurons donc avec le concours donc de l'Institut Chopin, nous aurons donc la présence de M. Maciej Ganski. M. Maciej Ganski est doyen de la faculté donc, de musique de l'Académie de Danks en Pologne. C'est quelqu'un qui fait énormément de concerts de partout dans le monde et qui va honorer cette soirée et nous donner donc une soirée magnifique qu'on invite tous les Guadeloupéens à venir voir. Alors, c'est vrai que ça a commencé depuis hier soir, mais en dehors de ce soir, il y a d'autres dates où on demande aux Guadeloupéens de venir en solidarité. Oui, c'est une action de solidarité. Vous savez, la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul est un élément important de notre patrimoine. C'est une église qui a été construite en 1907, qui a subi le tremblement de terre de 1843 et qui, avec donc, le fil des temps, s'est dégradée. Nous sommes sur un programme de travaux estimé pour la rénovation totale de plus de 20 millions d'euros. Il s'agit pour nous de se mobiliser pour réaliser une première tranche. Donc, ce projet est porté, soutenu par l'État dans le cadre donc, du plan de relance. La maîtrise d'ouvrage est assurée par la région, donc maîtrise d'ouvrage déléguée par la ville de Pointe-à-Pitre. Et nous avons, avec la Fondation du patrimoine, pu bénéficier donc, de la mission Berne, qui a attribué une enveloppe donc, de 500 000 euros donc, sur cette église. Et il est important pour nous, aussi, Guadeloupéens, de contribuer. On ne peut pas attendre que sur les autres à un moment donné. Il faut également donc, se donner. Et nous devons donner pour pouvoir transmettre cet élément du patrimoine aux futures générations. Nous devons donner pour pouvoir faire en sorte que ce patrimoine soit préservé. Et nous devons également donner pour faire en sorte que ce patrimoine, une fois restauré, retrouve sa place dans un circuit touristique du patrimoine pointois. Alors, le rendez-vous est à quelle heure? On voit que c'est 19h, mais le rendez-vous est à 18h, donc à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc, nous allons présenter un peu donc, les travaux. Nous aurons donc la présence de la Fondation du patrimoine. Je précise que les fonds peuvent être donnés en ligne sur www.fondation-patrimoine.org. L'ensemble des fonds sont fléchés sur l'opération cathédrale de Pointe-à-Pitre. Et je précise pour ceux qui en doutent que les fonds ne sont versés que si les travaux sont faits sous présentation des factures acquittées. Nous avons une traçabilité parfaite donc, de cette opération, donc il ne faut pas hésiter. Ensuite, à 19h, nous commençons donc la première partie donc, de ce concert et vers 20h30, nous aurons la deuxième partie donc, avec le professeur Ganski et on devrait aller jusqu'à 22h. Alors, pour ceux qui ont raté ce 29, le 30, ils pourront quand même se rendre. Le 30, ils pourront se rendre donc, au Café Piano.
dans lequel il y aura encore une présentation, peut-être un peu en privé, mais il y aura une représentation, donc pour moi, d'un grand maître. Alors, café-papier, je précise café-papier, pas café-péado. Café philosophique. Voilà. Le café philosophique qui se trouve à Jarry. Jarry. Alors, petite question, là, le démarrage de la rénovation est prévu pour quand? Alors, le démarrage de la rénovation aurait dû commencer en 2021, mais les effets de la crise ont eu un impact sur l'ensemble donc des process. Normalement, on devrait démarrer très, très rapidement et ces travaux devraient durer à peu près 2 ans, qui est la première tranche des travaux qui concerne essentiellement la toiture. Aujourd'hui, avec le temps qui fait, d'ailleurs, je pense que c'est un signe. Aujourd'hui, il va sans doute pleuvoir ce soir et on verra un peu la réalité de notre mission. Je vous remercie, M. Baboulal, pour ces informations. Donc, rendez-vous pris dans la ville de Pointe-à-Pitre. Donc, du 28 au 30 avril, vous aurez tout le plaisir d'avoir des concerts. On vous le dit bien, concerts gratuits, mais venez quand même avec le portefeuille rempli pour un acte de générosité et de solidarité. Merci. Alors, Vanessa, on va vers l'information. Il y a eu un job dating aujourd'hui. Alors, bonjour Naïla, oui tout à fait, un job dating aujourd'hui qui s'est passé donc à quelques heures de cela. Alors, quelques chiffres en fait, que pour rappel donc, de l'INSEE par rapport au taux de chômage qui est, comme nous le savons, très élevé en Guadeloupe. Donc, 17% de chômage en Guadeloupe à l'heure actuelle, donc c'est 2 fois supérieur à celui de la France hexagonale. Donc, c'est encore une problématique qui est très importante et très, pour laquelle il faut trouver une réponse. Et c'est ce qu'a fait aujourd'hui le Pôle emploi, puisque... il a permis de mettre en place un job dating, c'est-à-dire une rencontre entre chercheurs d'emploi et entreprises qui veulent recruter pour pouvoir en fait trouver des cadres qui seraient à même d'arriver à mettre en place ces missions. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, donc avec le reportage de Michel Depape. L'objectif aujourd'hui, dans le cadre de ce job dating, c'est de recruter donc des demandeurs d'emploi sur des postes de cadre et d'agents de maîtrise. Ça veut dire soit des personnes diplômées, donc qui ont un niveau Bac+3 à Bac+5, voire plus, ou également des personnes qui ont une expérience d'encadrement et de management. C'est une réussite puisque c'est surtout une première. Organiser un job dating dans un centre commercial, donc on est au plus proche des besoins des recruteurs et vraiment nous sommes satisfaits. Je viens de sortir d'un BTS MCO et donc je voudrais me renseigner et voir ce qu'il y a pour moi sur le marché. Oui, c'est important, surtout pour nous les jeunes, parce qu'on n'est pas forcément accompagné après les études pour vraiment trouver ce qu'on veut, vraiment trouver notre voie et des fois ça peut être compliqué. Et c'est bien d'avoir des offres comme ça, on peut tout voir à un seul endroit et ça c'est vraiment pratique en fait. Oui, ça va être une bonne journée, j'ai vu que... Les recruteurs, ils sont assez sympathiques, on a bien discuté, mais je suis enthousiaste. En tant que Guadeloupéen, en tant qu'acteur du tissu économique et politique, il nous semble important qu'il n'y ait pas de chômeurs, qu'en tout cas qu'il y en ait le moins possible. Et les dernières crises ont montré à quel point ce secteur est tendu. Et donc nous devons absolument tendre la main aux demandeurs d'emploi. C'est important également pour les commerçants parce que les commerçants recherchent les bons profils. Et c'est important pour la société de manière générale parce que plus il y aura de l'emploi, et moins la société souffrira du chômage. Très, très bon créneau pour nos cadres de Guadeloupe en espérant que justement ce job dating a porté ses fruits. Donc il est 13h40 et on va vers la chronique. C'est quoi cette affaire générique? C'est quoi cette affaire? Bonsoir Isabelle, et justement, c'est quoi cette affaire? Naïla, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, on va parler de quelle évolution des droits de liberté sous le quinquennat Macron. Ben oui, je pense qu'il est important aujourd'hui de faire un bilan, puisqu'on sait aujourd'hui, bon, dimanche, on a eu les résultats, donc il est bien installé, hein. Ouais. Il est bien installé, mais il est important quand même de faire un bilan de tout ce qu'on a pu vivre pendant ce quinquennat et surtout ces 2 dernières années où les libertés ont complètement été restreintes. Hein. On le sait et on a cette loi du 5 août 2021 qui est venue donc
compléter cette restriction, c'est surtout la mettre à un niveau sans précédent. Donc il est important à l'approche des élections législatives et à l'issue de ce quinquennat bousculé d'apporter des réponses et surtout de pouvoir faire un bilan de toutes ces entraves aux libertés individuelles mais aussi collectives. Alors justement, quelles sont les principales libertés fondamentales ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les libertés individuelles que chacun de nous on peut avoir, liberté d'expression, liberté de circulation, liberté de conscience, et puis les libertés collectives, liberté de réunion, de manifestation, liberté syndicale, tellement importante aujourd'hui pour nous comme on le sait. Et donc il est important donc, de lister l'ensemble de ces libertés et de voir dans le cadre de mesures ou de lois qu'on promulgue, de savoir si ces libertés, finalement, ne sont pas bousculées, ne sont pas entravées. Parce que la question qui s'est posée et qui continue à se poser est celle de savoir, est-ce que la liberté, finalement, des uns n'a pas été... les libertés n'ont pas été restreintes face à cette crise sanitaire. Parce qu'on s'est basé, aujourd'hui le gouvernement se base sur la pandémie, la crise sanitaire, pour prendre des mesures qui trouvent quand même certaines... Enfin, en tout cas, il y a des choses à redire, il y a des choses à dire, et il est important, je pense, aujourd'hui de relever toutes ces restrictions de liberté. La liberté aussi de pouvoir trouver un emploi, de pouvoir exercer une profession. Toutes ces libertés, on va le voir, il y a des questions qui se posent autour de ça. Et je pense que c'est vrai qu'on a perdu... l'échéance de dimanche a été, disons, catastrophique pour nous. Quand on sait aujourd'hui comment s'est battu et la résistance qu'on a menée pendant des mois. Et encore, je me souviens de la réponse qu'on a eue, justement. Parce que lorsqu'on parle de liberté, on peut parler aussi de répression. La réponse qu'on a eue au moment des manifestations. On envoie des forces armées supplémentaires au lieu d'apporter un dialogue, un discours. Donc, toutes ces questions, mais c'est aujourd'hui... Vrai on a vraiment entendu souvent durant ce quinquennat, et surtout durant cette crise sanitaire, des lois liberticides. On entendait massivement dire qu'il y a eu répression et que la liberté individuelle était... on va dire la liberté collective prédominait sur cette liberté individuelle. Et ça, beaucoup d'hommes politiques, surtout les personnes proches de Emmanuel Macron, l'ont souligné. Mais oui, écoutez, pourquoi liberticide finalement ? Parce que lors de ce dernier quinquennat, il est quand même important de souligner que les libertés ont été détruites. Les libertés ont été détruites. Lorsqu'on a une loi du 10 avril 2019, au-delà de la loi du 5 août 2021, la loi du 10 avril 2021 qui vient renforcer et garantir le maintien de l'ordre public, c'est-à-dire renforcer, en tout cas priver un certain nombre de manifestants de pouvoir agir, ce qu'on appelle la loi anti-casseurs. Finalement, ça restreint la liberté de manifestation. On a cette loi du 5 août 2021 qui, elle, restreint fortement les libertés et le choix que chacun peut avoir, en tout cas peut faire, de se faire vacciner, de ne pas se faire vacciner, en tout cas la liberté de disposer de son corps. Mais aujourd'hui, cette liberté est complètement entravée. On a la difficulté liée au fait, aujourd'hui, qu'on a des personnes qui continuent à être suspendues, pour lesquelles on ne trouve pas de solution de reclassement, à qui on ne propose pas peut-être l'aménagement de leurs fonctions. Donc on a l'entrave à la liberté d'exercer une profession et la liberté d'emploi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui face à toutes ces mesures restrictives ? Il faut de plus en plus continuer le combat et dénoncer ces mesures qui sont prises. C'est vrai que ça se fait dans les urnes, ça aurait pu se faire largement. Bon, ça, c'est pas fait. On a une autre échéance qui est très importante, c'est l'échéance législative, parce qu'à ce moment-là aussi, ça permettra peut-être de faire contrepoids. Donc, parce qu'on a entendu, il y a eu quelques expressions de quelques États policiers, on a eu aussi loi liberticide, dictature sanitaire. Mais c'est à juste titre que ces expressions ont été lancées et qu'on a considéré que le gouvernement, justement, on le taxait finalement de prendre des mesures qui avaient pour but essentiel
de restreindre au maximum les libertés. Ça s'est pas fait beaucoup. Hein, et je trouve qu'aujourd'hui, on est confronté de plus en plus à ces difficultés, à nous, de pouvoir mettre en avant ces libertés, des libertés qui nous sont propres et d'autres qui sont aussi collectives. Donc, alors, mais justement, au cours de ce quinquennat, parce qu'on est en train de faire un bilan du quinquennat de M. Macron, quel rôle ont joué justement les différentes juridictions françaises et européennes face à ces restrictions? Finalement, lorsqu'on a eu la loi du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel a validé l'ensemble, on le sait, et a considéré que la loi n'était pas anticonstitutionnelle et qu'elle respectait les libertés essentielles. Sauf que on a ce qu'on appelle les questions prioritaires de constitutionnalité qui, donc, au cours d'un procès, permet à tout justiciable de poser une question et de demander si une loi est conforme à la Constitution. Et donc, il y en a eu pas mal qui ont été... Donc, il y a pas mal de questions prioritaires de constitutionnalité. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas été retenues, mais ça permet de voir qu'il y a une certaine fragilité. Parce que c'est ce qui permet d'attester de ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui contestent ces mesures restrictives de liberté. C'est quand même une mesure qui permet d'apporter la preuve de ce qu'il y a un problème en France aujourd'hui et qu'on se pose des questions réelles sur ces libertés fondamentales. Donc, il y a donc les juridictions nationales et puis effectivement la juridiction européenne qui permet aujourd'hui de préserver un certain nombre de libertés. Le droit à l'emploi, c'est une mesure, enfin, c'est une liberté qui est aussi consacrée par certains textes, tant en droit interne qu'en droit international. Mais on peut quand même se tourner, il y a quand même une solution, on ne peut pas rester statu quo. C'est vrai qu'on dit que le combat doit continuer, mais on peut quand même se retourner, demander conseil devant le Conseil constitutionnel peut quand même essayer de trancher parce que toute liberté ne peut pas prédominer sur la simple décision d'un président. Oui, en fait, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que lorsqu'on saisit une juridiction, on peut poser une question prioritaire de constitutionnalité. Imaginons qu'on saisisse le tribunal administratif, on peut demander à cette occasion, est-ce que la liberté d'une personne n'a pas été entravée par application de la loi du 5 août 2021, par exemple la liberté d'exercer une profession. Donc oui, on a encore le moyen de contester ces mesures restrictives de liberté en saisissant la juridiction et en posant la question prioritaire de constitutionnalité. Et pourquoi est-ce que je dis que le combat doit continuer? Parce que finalement, c'est ce que je dis, on est dans une guerre médiatique. Et on le voit parce que lorsqu'on a aujourd'hui la montée des extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, parce qu'on a aujourd'hui en Guadeloupe voté massivement pour Marine Le Pen, on se rend compte que la force de contestation se fait à différents niveaux, au niveau médiatique, au niveau politique, au niveau juridique. Mais il y a différents moyens de contester et de faire entendre raison, surtout liées, bien entendu, à ces libertés. Parce que on a l'air aujourd'hui de trouver normal qu'on nous applique une loi, qu'on nous a aussi appliqué des confinements successifs, plusieurs confinements, des fois sans raison, ou alors qui n'étaient pas justifiés. Je me souviens encore que le préfet a eu l'audace de dire qu'on ne pouvait pas aller à la plage, qu'on ne pouvait pas aller à la rivière. Mais pourquoi est-ce qu'on ne nous explique pas concrètement, de manière objective et avec une certaine lucidité, qu'on comprenne ce pourquoi on a été comme ça confiné, déconfiné. Voilà, c'est tout. En fait, je pense que la gestion de la crise a été vue assez... puis il y a certaines personnes qui n'ont pas compris parce qu'il n'y a pas eu de méthode qui arrivait pour expliquer concrètement ce qu'on vivait. Voilà. Alors justement, comment on dit qu'on peut solliciter le conseil? Est-ce qu'il est préférable de le faire individuellement ou en groupe? Parce qu'on essaie de diviser. C'est vrai qu'on a su, par ton biais, effectivement, qu'il y a eu jurisprudence, qu'il y a eu des causes gagnées. Et c'est vrai qu'on regarde en Guadeloupe, quand on regarde l'environnement, il y a encore des bics devant le centre hospitalier, il y en a encore devant les cliniques, il y en a encore à Basse-Terre. Et on a l'impression, justement, que ces personnes ne sont pas entendues. Est-ce qu'il y aura une procédure? Est-ce qu'il y a une façon, comme tu parlais de méthode? Est-ce qu'il y a une issue pour justement que ces personnes qui ont toute leur vie appris un métier
et qu'on ne peut pas reclasser puissent retrouver. Oui, c'est ça, on ne peut pas reclasser à qui on ne propose rien finalement. C'est ça. Parce que c'est bien beau de dire on vous reçoit en entretien individuel pour trouver des solutions et qu'au bout de cet entretien, on vous force finalement à signer des lettres de suspension. C'est quand même incroyable ça. Parce que je trouve que la méthode est un peu, je dirais le mot est vicieuse, je suis désolée, parce qu'on ne peut pas proposer en tant que DRH à un employé de venir à un entretien pour discuter avec lui de la possibilité d'un reclassement et on lui met le couteau à la gorge, on lui dit écoutez, là maintenant vous signez votre lettre de suspension. Quelle est cette méthode? C'est une méthode, je suis désolée, d'un gouvernement qui est finalement, effectivement, est en train de faire valoir ses droits à lui et ne respecte pas les droits des autres. S'agissant effectivement de la possibilité d'entamer des procédures, oui, sauf que collectivement c'est difficile, sauf si c'est une association et qui se réunit dans un but particulier à ce moment. Et oui, elle peut ester en justice, c'est-à-dire saisir une juridiction et défendre ses membres. Alors, dans le cadre des suspensions appliquées au personnel soignant, elles sont individuelles finalement, c'est au cas par cas. Elles touchent personnellement une personne, donc on ne pourra bien entendu que saisir une juridiction pour défendre son droit propre et individuel. Mais il y a des procédures d'entamer de toutes les manières. Et c'est vrai que la jurisprudence n'est pas constante et qu'on a des décisions favorables, d'autres qui le sont moins. Je pense qu'on n'a pas relever toutes les libertés fondamentales qui auraient pu être entravées. Il y en a qui n'ont pas été soulevées. Je pense qu'ils pourraient l'être aussi. En tout cas, il faut tenter, il faut essayer par tout moyen, justement, de retrouver son droit. Autre chose, et ça, je pense que c'est essentiel, même si ça ne rentre pas dans le cadre des libertés fondamentales, mais il faut quand même le dire, c'est qu'aujourd'hui, on est maintenant, pour certains salariés, à 8 mois de suspension, septembre, octobre, enfin, en tout cas plus de 6 mois, et que l'ensemble des codes dépendent ces salariés qui s'appliquent, enfin les règles qui s'y appliquent, précisent que les suspensions ne peuvent pas perdurer dans le temps. Il y a une durée pour une suspension, que ce soit au niveau du Code de la fonction publique, du Code du travail, du Code de la santé. Et donc, Code de la santé, je parle ici des libéraux qui sont suspendus. Code de la fonction publique, je parle des salariés de droit public qui sont suspendus. Et Code du travail, je parle bien entendu des salariés de droit privé. Et bien, tous ces salariés-là, l'ensemble des dispositions prévues dans ces codes et en lien avec les suspensions, limitent ces suspensions à 4 mois pour certains, 5 mois pour d'autres, mais pas plus. Alors, on va terminer la chronique par un dernier mot, continuer le combat. Et justement, est-ce que sur ce quinquennat, on va voir, c'est vrai qu'on n'a pas la boule de cristal, mais est-ce qu'il y a une lumière disant que quelque chose va changer? La lumière pourra venir que de nous, parce que je pense qu'au niveau national, de toutes les façons, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont baissé les armes et que nous, on continue à être en résistance, ça c'est indéniable. Mais lorsqu'on regarde les résultats au niveau national et au niveau de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, on se rend compte qu'on n'est pas dans la même logique. Finalement, on n'est pas dans la même logique et on n'a pas la même conception de la gestion de la crise sanitaire, parce que c'est ça, c'est-à-dire que les résultats qu'on a eus, que ce soit au premier tour ou au second tour, ont pour but aujourd'hui de montrer au gouvernement que la population des Antilles, de la Guyane, est contre la gestion de la crise sanitaire, contre Macron, contre ce qu'il a pu déployer comme mesure depuis le début de cette pandémie. Donc oui, l'espoir pourra venir que de nous, finalement. En tout cas, on le dit, on est servi que par soi-même, on est mieux servi que par soi. Donc je pense que oui, le combat doit continuer et surtout, il ne faut pas arrêter de dénoncer toutes ces mesures qui sont prises, et par des manifestations comme ça se fait, par des interventions aussi en faisant valoir ses droits, en saisissant les juridictions compétentes, pour demander à ce qu'on puisse être réintégré et surtout payer de la totalité des salaires qui ont été retenus indûment. Il faut savoir aussi que très bientôt, le groupe de personnes suspendues va encore augmenter parce qu'il faut savoir que c'est vrai que des personnes avaient contracté la maladie, donc avaient pu bénéficier de cette réintégration, comme on dit entre guillemets, et que là, on est arrivé aux 4 mois. Et qu'ils vont être à nouveau suspendus. Donc, c'est une affaire à suivre et qu'il faudra, bien entendu, comme tu dis, continuer à se battre et puis faire valoir ses droits.
Mais merci pour cette chronique et ce bilan des droits et des libertés sur le quinquennat Macron. On te retrouve vendredi prochain pour une nouvelle chronique. Il est 13h58 et on prend la dernière pause publicitaire et on va retrouver notre chroniqueuse et la suite des actualités avec Vanessa, notre chroniqueuse Iman qui est arrivée. 14h03, on est toujours dans le ZCL News et nous allons vers Vanessa où on va faire un déroulé de l'actualité. Tout à fait. Donc nous en parlions à l'instant. Donc Isabelle Faye nous le disait. Donc effectivement, on parle des luttes, des libertés, notamment des libertés syndicales. Donc c'est ce qui va être le propos, comme tous les ans, le 1er mai, puisque nous le savons. Ce jour-là, donc les différents syndicats en fait seront mobilisés pour pouvoir défendre les libertés des travailleurs sous fond de restrictions en fait actuelles liées notamment en fait à l'obligation vaccinale qui a frappé en fait depuis quelques mois en fait de cela. Donc nous allons voir en fait auprès des différents syndicats ce dont il s'agit avec le reportage de Michel Depape. Avant chaque 1er mai, nous avons l'habitude d'organiser une conférence de presse pour informer la presse, mais informer aussi l'ensemble du peuple des combats que nous avons menés et inviter tout le monde à venir marcher avec nous le 1er mai. D'avoir que le 1er mai symbolique, le 1er mai c'est une journée internationale de lutte. Et c'est le combat que travaillait mené qui fait que aujourd'hui nous ni le 1er mai, qui fait que aujourd'hui la situation à travailler améliorée. Donc faut nous continuer jour-là ça, mettre devant le combat que nous avons mené et inviter l'ensemble à travailler, mais aussi le peuple là, parce que nous avons bien constaté qu'il n'y a pas rien qui les travailleurs qui prennent gaz, mais c'est aussi le peuple Guadeloupe. Là, nous avons regardé la situation à pays en nous avons constaté effectivement que le pays là bouleverse tout bonnement. Donc c'est important que jour là ça, que nous debout dans la rue là, pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec les politiques que nous avons mettre en place. En disant pays en nous qui a contribué à remettre en cause chaque fois, chaque année, droit à travailler, droit à peuple, mais aussi à détruire, continuer à détruire pays en nous. Au lieu que la situation là améliorée, nous avons constaté que la situation là a continué de dégrader et ça à tous les niveaux. Au niveau de la santé, au niveau de l'école, au niveau à l'environnement, au niveau politique, la situation là a continué de dégrader et ça c'est pas normal. Et nous avons bien vu, aujourd'hui là, quel que soit le gouvernement là, de gauche ou de droite, rien pas qu'à changer, rien pas qu'à améliorer. Ça veut dire que c'est rien qui combat que nous avons mené ensemble, capacité en nous de mettre nous ensemble, des gourmets qui fait que le pays en nous peut changer, nous peut améliorer les conditions de vie et nous peut améliorer les conditions à travailler et nous peut faire en sorte que le pays en nous sortit dans vieux souliers là ça. Alors, donc, nous l'avons vu, donc, il est temps de se mobiliser donc, le dimanche 1er mai auprès des différents syndicats pour pouvoir favoriser les droits des différents travailleurs. Donc, maintenant, un nouveau sujet totalement, un autre sujet totalement. Donc, nous passons maintenant à la conférence qui a eu lieu dernièrement, donc hier soir, sur le nouveau Tour cycliste international. Donc, ce sera le 71e Tour cycliste de la Guadeloupe, organisé par le comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Et donc, il porte bien son nom, puisque là, cette année, il y aura une nouveauté. La Désirade sera totalement impliquée. Donc, reportage d'Olivier Moradel. Nous sommes dans une épreuve internationale UCI. Il y a des codes, il y a des profils qui sont exigés pour que la course ne soit pas dénaturée. Donc on est revenu avec 3 arrivées au sommet, comme ça se fait au Tour de France, Tour d'Espagne. Pour les passionnés de vélo, ils voient comment ça se passe. On a un contre-la-montre de 30 km. On a une étape de 174 km. C'est les normes UCI, j'invente rien, c'est les textes. Et hormis, c'est que cette année, on a permis à nos coureurs quand même de faire de belles courses. Donc là, nous sommes à 3 mois du Tour. L'idée, c'est de motiver les coureurs pour qu'ils aillent aussi sur Village, sur Goubert, Palmiste. Maintenant, c'est un tour tourné vers les jeunes. Le choix de la commission technique aussi, c'est tourné vers les jeunes. On veut relancer le cyclisme guadeloupéen avec des jeunes. Je dirais que c'est un tour inédit, avec 3 arrivées au sommet qui m'ont marqué quand même. Et ouais, c'est un très beau travail quand même qu'a réalisé le président Frédéric et son équipe, que je tiens à féliciter d'ailleurs. C'est un tour qui ne sera pas facile pour toutes les équipes invitées. Et il
faudra l'aborder avec un bon état de forme. Quelque chose qui est extrêmement important pour tout le monde, pour tous les cyclistes, pour les gens qui participent à ces courses, les gens qui les regardent. Il faut que ces courses se passent dans une sécurité absolue. Et puis il faut qu'autour aussi, on en profite pour faire passer cette image de sécurité. Il faut absolument qu'on protège les cyclistes parce que ce sont des athlètes. C'est extrêmement important, mais les protéger en course, mais les protéger aussi quand ils s'entraînent. Et les protéger aussi pour les gens qui font du vélo de loisirs. On a énormément d'accidents graves cette année. Encore plus que l'année dernière, donc il faut vraiment qu'on y fasse très attention. L'environnement, le développement durable, parce que souvent on a trop de bidons, trop de canettes qui jonchent les routes pendant et après le tour, et c'est très inquiétant pour notre Guadeloupe. L'ensemble de l'épreuve se situe autour du développement durable, parce que jusqu'à maintenant, on s'intéressait à l'environnement lorsqu'on passait au niveau des mamelles. Et je crois que la volonté qui est affichée par le président Théobald de faire un tour environnemental, c'est quelque chose de formidable. Et le parcours, nous avons un peu plus de 1300 km. On est à 130 km de moyenne. Donc l'an dernier, on était trop bas. Donc on nous a dit qu'on était trop bas et on a mis en avant le Covid. Mais comme j'ai déjà dit, c'est des choses qui ne tiennent pas la route. Donc il faut respecter le cahier des charges. Top départ pour le Tour de la Guadeloupe qui sera à suivre sur, bien entendu, les ondes de Canal 10. Et puis, on va vers la chronique Danse avec Iman, générique. Effectivement, nous allons danser avec Iman. C'est la journée mondiale, je crois, de la danse. C'est la journée internationale de la danse. Donc, belle journée à tous et à toutes. Vraiment, c'est une journée où il faut danser. Mettez de la joie dans votre cœur, mettez de la musique, éclatez-vous. C'est vraiment la journée où il faut le faire. C'est une journée qui a été, qui est célébrée depuis 1982 par le Comité international de la danse. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir rapprocher les peuples, voilà, avec la danse. Et il y a plusieurs productions de danse qui sont proposées tout autour de la planète, on va dire, avec des possibilités de voir ces productions-là sur le site officiel de la Journée internationale de la danse. Vous tapez ça sur Internet et il y a plusieurs performances qui sont proposées, donc qui viennent de Cuba, Chine, Japon, Corée. Enfin, vraiment, c'est un portail sur toutes les danses et tout l'univers, la danse sous toutes ses formes. Donc, je vous invite vraiment à jeter un petit coup d'œil sur ça. Je voulais vous montrer quelques images, mais en fait, techniquement, c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir le site Internet, la Journée internationale de la danse. Donc, vous tapez ça sur Google. Voilà, merci beaucoup. Pour ceux qui veulent voir un peu de danse ce week-end, on a une restitution qui sera proposée au Karuki-Rabalais, donc c'est à Pointe-à-Pitre, de la compagnie Isabelle Chevaux. Donc on va voir quelques images de cette restitution, enfin du travail qui a été mené en tout cas, et la restitution a lieu demain. Vous pouvez vous renseigner et réserver votre place auprès de Karuki-Rabalais à l'assainissement. On voit quelques images. Deuxième possibilité de voir un spectacle de danse, c'est vrai que ça fait du bien de sortir un petit peu maintenant. Donc à partir du 4 mai, on aura un spectacle qui s'appelle Sac à dos. Donc c'est un carnet de voyage chorégraphique qui est proposé. Un voyage autour de rencontres, de découvertes, de partage. Donc c'est un mélange de danse
contemporaine, danse traditionnelle d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Donc la première date, ce sera à l'archipel. Après, vous avez plusieurs dates sur les abîmes, le moule. Il y a certaines dates qui sont des entrées gratuites, donc faut pas hésiter à y aller. Donc voilà, c'est un carnet de voyage original qui se veut illustré d'images, de couleurs, d'odeurs, de danses, de rythmes qui ont marqué un périple en fait. Et donc ça peut être intéressant à voir, en tout cas innovant dans l'approche, et ça pourrait être aussi suivi d'une rencontre débat avec les spectateurs. Donc c'est toujours bien d'avoir un échange. Concernant les stages, donc on a plusieurs choses qui sont proposées. Ce samedi, l'association Si Africa, donc avec un stage de danse et percussion autour de danse de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est au Gosier. On a aussi, ça c'est pour les dates à venir, début mai, mais j'en parle déjà, un stage de dancehall à la MJC du Gosier avec Maë. Donc c'est un vendredi 6 mai à partir de 18h30. Ensuite, on a le samedi 7 mai, Mété Cohort Manioc, donc avec un stage à l'académie, à l'école Kamojaka, autour du dancehall, afroka, groka. Donc ça, c'est plusieurs disciplines avec différents intervenants. J'en parle déjà, comme ça vous pourrez vous inscrire, vous renseigner auprès des organisateurs. Et dernier stage pour terminer, donc le 8 mai, un stage autour de la body conscience, donc avec Céline et moi-même, donc des techniques de tour, de danse orientale, de comment éveiller son corps à la sensualité et aux rythmes latino-orientaux. Voilà. Pour terminer, donc juste, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc ça, c'est de l'autopromo. J'ai participé avec mon équipe à une compétition qui s'appelle Belly Dance of the Universe et on a été sélectionné parmi les semi-finalistes. Donc la finale a lieu ce week-end. Vous avez la possibilité, pour ceux qui souhaitent, de participer au People Choice Award. Donc la participation du public, c'est aussi un prix en dehors du fait de participer à une catégorie donc qui est égyptienne, voilà. Mais vous pouvez aussi participer. Donc je vous invite à voir quelques images. Vous aurez toutes les informations sur ma page Iman Sioudan, donc Instagram ou Facebook. Vous aurez les informations pour ceux qui veulent voter pour nous. Voilà, des images. Voilà, c'était le mot de la fin de la chronique Danse avec Iman. On va voter pour Iman. Allez sur le site, allez sur son Facebook, Iman Sioudan. Oui, Iman Sioudan, vous aurez toutes les infos. C'est ce week-end, donc n'hésitez pas. Alors, on est arrivé à la fin de cette émission. On remercie les personnes qui sont passées. On va dire qu'on a reçu les dualistes de l'eau, chronique de l'eau en toute sauce, Ismar Oguenin et Jacques Davila de la chronique de l'eau en toute sauce. Bien entendu, la chronique C'est quoi cette affaire d'Isabelle Faye,
qui nous parlait justement du bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron avec les lois liberticides. Et suivi de Dominique Vénéré pour la chronique Afro-Musique. Et pour finir, nous avons aussi eu Monsieur Omer Baboulal qui vous invite à des concerts sur la ville de Pointe-à-Pitre. Ça a commencé depuis hier, mais ça finit dimanche, notamment ce soir à la cathédrale de Pointe-à-Pitre pour un soutien et de solidarité. Et les formations vues par Vanessa, donc l'information c'était ce job dating au centre commercial de Bémao. Pôle emploi a lancé le job dating des cadres, suivi de la conférence organisation syndicale pour le défilé du 1er mai avec Michel Depape, ainsi que le séminaire sur l'offre et le comportement alimentaire par Charlie Dagonia. Et pour finir, la conférence du Tour cyclisme de la Guadeloupe, un reportage d'Olivier Moradel. Et vous avez un proverbe du jour, le proverbe de ce vendredi 29 avril, c'est le proverbe « Crayon à bondier panique gomme, tout se paye », extrait de l'ouvrage 365 proverbes de Didier Manette. Et je vous invite ce soir, il ne faut pas qu'on oublie, c'est le petit coup de cœur du ZCL d'aujourd'hui, on vous invite ce soir au Freddy's Arts pour, pas ce soir, demain soir, excusez-nous, demain soir pour un dîner-concert avec le groupe 440, c'est plus DJ Lover. Bien entendu, Freddy's Art se trouve dans la ville de Sainte-Anne. Vous pouvez bien entendu réserver au 0690 753 482 pour écouter ce dîner-concert avec le groupe 440. On remercie Jordan pour la réalisation du ZCL de ce jour, ainsi que Sandy en assistant. Et on vous dit à lundi présent avec Danick Zandronix qui sera aux commandes. Et puis on vous dit bon week-end et puis portez-vous bien.